C'est parti pour l'édition de ce matin de la tribune du Mondial, 9h30, 10h45. Ce matin, nous allons avoir certainement un homme que vous avez découvert assez récemment sur les réseaux sociaux, Romain Molina, qui est journaliste. Vous le savez certainement, il suit les questions de foot, les questions autour du Mondial, mais au-delà aussi, il va nous parler de cette info qu'il a suscité, qui a suscité beaucoup de polémiques, notamment la question de la pédophilie dans le football camerounais, localisé notamment à Bafoussam, qui c'est peut-être au-delà aussi, mais surtout le marchandage des places à l'intérieur des lieux indomptables. L'équipe nationale de football, dont on sait, ou du moins dont il a révélé que certains joueurs n'ont pas mérité leur place et ont dû marchander. Cela dit, l'information ce matin, c'est surtout la deuxième demi-finale. Tout à l'heure, le Maroc entre en lice pour la première fois de l'histoire du football, football mondial. Une équipe africaine va faire la demi-finale, aux portes de la finale donc. Et ce sera contre la France. On va débriefer rapidement ces deux rencontres-là. D'abord, la victoire hier, très judicieuse, de l'Argentine. Une Argentine qu'on a vue époustouflante face à une Croatie. Paul Emmanuel, bonjour, qu'on n'a certainement pas reconnu. Bonjour Tipita, bonjour à tous. Et je me répète encore une fois, toujours aussi heureux d'être ici. Effectivement, l'Argentine a dominé de la tête aux pieds la Croatie. L'Argentine a même livré, à mes yeux, son meilleur match de la compétition. Au meilleur moment, on pourrait dire, parce que ça envoie un message à son futur adversaire en finale dimanche. En dépit de son expérience pour faire durer les matchs et de son endurance, la Croatie n'a pas su, cette fois-ci, faire primer le mental sur le physique. Parce que sur les matchs précédents, on a vu que malgré les prolongations, malgré les tirs au but, les Croates pouvaient faire durer les matchs. Et là, cette fois-ci, l'Argentine n'a pas laissé place au débat. L'Argentine s'est vraiment employée à tuer le match. Alors pour Emmanuel, je l'ai dit, on aura Romain Molina. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre confrère. Merci infiniment d'être en direct sur STV depuis le Cameroun ce matin. Alors on va évoquer deux sujets que vous suivez assez de très près depuis quelques semaines déjà. D'abord, vous l'avez relevé à travers les réseaux sociaux, votre page Facebook très suivie. Je suis avec Paul Emmanuel, invité permanent de cette émission, c'est la tribune du Mondial. Le premier, c'est la question de l'achat des places au sein des lieux indomptables. Que pourriez-vous en dire ce matin? Bon, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je pense pas que c'est un sujet nouveau déjà au Cameroun, parce qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup d'articles. Je crois même qu'il y avait un de vos confrères qui avait écrit un livre un peu sur ce système malheureusement de corruption. Et je tiens à dire que ça se passe pas uniquement au Cameroun. En Asie, on a des faits similaires, en Amérique centrale également, et dans d'autres fédérations africaines. Mais tu as des tentatives, notamment de certains qui se disent proches de la fédération. Alors, est-ce que c'est en coordination avec des membres de la fédération? Ça, je ne pourrais pas te dire. Mais qui ont proposé, notamment à des binationaux, de payer une somme s'ils voulaient être sélectionnés pour la Coupe du Monde. Mais la nouveauté ici, ce serait, vous avez dit que la Coupe du Monde Qatar 2022 est également concernée. C'est vrai, Jean-Bruno Tanier avait fait un livre là-dessus, mais ça ne parlait pas de l'édition de 2022 dont on pensait que ce mal était éradiqué déjà. Non, malheureusement non. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de propositions sur des joueurs qui n'avaient peut-être pas forcément leur place d'un niveau sportif. Comme je vous dis, le seul truc en fait qui est difficile, et c'est aux joueurs après de parler un petit peu, j'espère qu'ils auront ce courage, c'est de savoir exactement si c'est en coordination ou pas avec qui à la fédération. Parce que souvent on fait appeler des proches, des agents, et on réclame l'argent. Et on fait comprendre qu'il faut faire un geste, c'est toujours ça. Il faut faire un geste. Donc là, d'ailleurs, après la sortie de la vidéo, j'ai d'autres joueurs qui m'ont contacté en disant que ces dernières années, ça leur est arrivé aussi. Donc, voilà. Mais pour le 2022, en effet, ça s'est passé, oui. Alors, Paul Emmanuel va te poser quelques questions également. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour Romain, merci pour votre présence. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, sur la base de vos éléments, est-ce que vous pourriez nous dire si une liste alternative de joueurs avait été constituée avant le mondial, étant donné que certains joueurs, selon vos propos, ont fini par ne pas être pris de par leur insoumission aux raquettes que vous évoquez dans votre vidéo? Moi, j'en connais deux. En tout cas, ils avaient expliqué qu'ils ne paieraient pas pour intégrer la sélection dès fin du printemps. Donc, ils n'ont pas fait partie de cela. Après, c'est vrai qu'il y a eu des choses assez bizarres lors de la préparation et les premiers matchs amicaux. Parce qu'on va dire que dans le staff, il y a eu
Il y a notamment eu cette fameuse scène devant témoins, devant joueurs, expliquant à un joueur que voilà, il causait des problèmes justement parce qu'il était très bon, quoi. Mais il n'avait pas payé. D'accord. Et j'aimerais savoir aussi, dans votre vidéo, à un moment donné, vous évoquez un cas dit de la tomate. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? Bon, c'est un surnom qui est en interne, en tout cas, à la tanière, quoi. C'est ceux qui sont accusés par les autres d'avoir payé se font un peu surnommer comme ça, quoi. On parle de tomaterie. Après, vous dire d'où ça vient, je ne saurais dire. Mais en tout cas, c'est un des surnoms qui est à l'intérieur de la sélection. Que c'est connu à l'intérieur du groupe. D'accord. Alors, je bascule sur le sujet des agents, parce que dans une autre vidéo assez récente aussi, vous évoquez une mainmise des agents au sein de la FECAFOOT. Est-ce que vous pourriez nous en dire l'ampleur, si vous en avez connaissance? Je ne peux pas dire du foot mondial. Ça dépasse le cas de la Fédération camerounaise, mais aujourd'hui, c'est vrai que vous avez beaucoup de dirigeants en lien avec certains agents. Et le Cameroun ne fait pas exception. Là, c'est un problème mondial. Hein. C'est pas uniquement le Cameroun. Regardez par exemple en France, vous avez le cas avec Jordan Verretou de Marseille. La presse française en a quand même un peu parlé, qui change d'agent et qui va avec Vadim Vassiliev, ancien dirigeant de Monaco, qui travaille avec l'intendant de l'équipe de France. Bon, parce que sportivement, Jordan Verretou, il mérite d'être en équipe de France. Je le juge. Donc on voit que c'est un problème par contre qui dépasse le Cameroun. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il n'y a pas du tout une fixette sur le Cameroun. C'est un problème, ce genre de combine mondiale. Alors sur la question des agents, les fédérations nationales, la CAF, la FIFA, vous donnent-elles le sentiment de vouloir combattre le phénomène? Non. Ça, c'est le grand problème qu'il y a au football mondial, c'est qu'il y a une impunité grâce aux instances, ou plutôt à cause des instances, qui laissent faire beaucoup de choses. Vous avez le plus terrible exemple étant au Gabon, voisin, avec cette fameuse enquête de pédocriminalité menée depuis donc plus d'un an par l'État gabonais, dans laquelle la CAF, sur consigne de la FIFA, s'est ingérée plein d'affaires de trafic humain. Il y a une affaire qui est absolument scandaleuse de jeunes du Libéria qui ont été trafiqués en contrebande dans le football au Laos. La fédération avait été sanctionnée du Laos pour trafic humain, hein, sauf qu'ils avaient fait appel. La FIFA n'avait évidemment pas communiqué là-dessus pour faire diminuer la sanction. Donc en fait, on donne l'impression aux gens qu'on fait quelque chose, mais en réalité, en coulisses, on laisse malheureusement bien faire pour des histoires de vote ou d'influence ou de politique. Sur la question du marchandage des places, ça se voit que vous ne voulez pas donner des noms, ce qui n'est peut-être pas indiqué vu le volet juridique et autres. Est-ce qu'on pourrait nous donner des indications, peut-être des profils des personnes concernées? Je les comprends. Hein. Je comprends, il y a des joueurs, mais il y en a plein d'autres, ceux qui ont refusé notamment. Il y en a beaucoup, des joueurs qui ont quand même carrière. Je pense que si ces gens-là ils se réunissent et qu'ils parlent, ils font péter le système. Donc je ne comprends pas pourquoi eux ils passent par moi ou par d'autres personnes pour se plaindre et après qu'ils n'assument pas trop. Après dans le groupe à l'intérieur, on va dire je pense que tous les Camerounais ont vu que il y avait quand même des choix dans la liste qui étaient un peu, on va dire suspects pour être gentil au niveau sportif. Pour être gentil. Donc je pense que les gens ont plus ou moins une idée. Ce que je peux vous dire, c'est que notamment c'est par les primes en fait. C'est une redistribution en fait, de la prime d'apparence. C'est ça en fait qui a été donné. Qui a été redonné en partie. Voilà, exactement. D'accord. Concernant les abus sur mineurs dans une académie de football à Bafoussam que vous évoquez, est-ce que vous, selon vos éléments, vous savez si c'est un cas isolé ou si c'est plus répandu dans le pays? Et j'aimerais aussi savoir si le sport féminin serait potentiellement touché par des abus du genre. Bon, on publie tout à l'heure, je ne sais pas si en fin de matinée ou cet après-midi, une très longue enquête dans un média à ce sujet sur cette académie à Bafoussam, la KP Foot. Malheureusement, j'ai fait des cas dans le monde entier, en France, en Mongolie, en Haïti, au Gabon, au Congo. C'est rarement un phénomène isolé. Il y a malheureusement beaucoup de cas de pédocriminalité dans le sport international. Et comme je vous dis, c'est encore une fois mondial. Et en tout cas, déjà, à Bafoussam et dans l'ouest camerounais, on parle de 2 personnes déjà. Mais visiblement, de ce qu'on comprend, il y a d'autres personnes, notamment ceux qui ont protégé Kamdem Guialin Dicapello, qui a quand même... il y a beaucoup de gens qui sont plaints. Et à chaque fois, il s'en sort. Donc il y a eu des protections dans ce système.
Romain Molina, merci infiniment de vous être... peut-être une dernière, Paul. Oui, j'ai une dernière question, si vous me le permettez. Étant donné que beaucoup de supporters algériens vous interpellent régulièrement dans les commentaires de vos réseaux sociaux, sur YouTube notamment, est-ce que vous pourriez nous dire si des éléments anormaux entourent le barrage retour entre l'Algérie et le Cameroun, vu que vous faites plein d'enquêtes? Non, il n'y en a pas. Je veux dire, le dossier que la Fédération algérienne de football a envoyé à la FIFA, il n'y avait rien de très probant, quoi. Donc, non, à ma connaissance, rien du tout à ce sujet-là, quoi. Ils n'ont pas tourné la page parce que certaines personnes en Algérie ont fait croire au peuple qu'il y avait quelque chose, parce que ça a masqué l'élimination et quand même une mauvaise pente d'Algérie qui a fait une super épopée pendant 2-3 ans et qui là, malheureusement pour eux, ont raté la Coupe du Monde et ont été éliminés au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, dans le dossier, non, il n'y a rien de probant. Non. Merci infiniment, Romain. Merci de nous avoir accordé cet échange pour le plaisir de nos téléspectateurs. Et à l'occasion, on vous est disponible, on vous aura de nouveau. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie bien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Romain Molina, il est journaliste, donc vous l'avez suivi à l'instant en direct sur cette antenne. Il aborde un certain nombre de questions liées au football, ses périphéries, la pédophilie, comme on en a parlé, mais aussi le racket des places au sein des Lions indomptables. On a fait le point et éventuellement on reviendra là-dessus. Cela dit, parlons donc de cette demi-finale d'hier, Argentine-Croatie. On en reparle. Et justement sur la domination, ce qui était curieux, on a peut-être pu voir une Argentine plaisante dans le jeu, mais dans tous les secteurs, tout au moins en termes de statistiques, c'est la Croatie. Je vous en donne. Hein. C'est surtout au milieu de terrain. Possession de balle, 61% pour la Croatie. Oui. Contre 39% pour l'Argentine. Oui. Qu'on est 4 contre 2, Croatie. Les tirs, l'Argentine a tiré 7 fois. Ça veut dire que la Croatie 2. Ça veut dire que les Croates n'étaient pas forcément portés vers... C'était une possession stérile. Exact. De la part des Croates. Passe totale, 607 pour la Croatie. 309 pour l'Argentine, occasion de but, 3 pour l'Argentine, 0 pour la Croatie. Et puis les tirs, 11. Total de tirs, 11 pour la Croatie et 9 pour... Alors, une telle domination, tout au moins en termes sur le plan des chiffres, contraste un peu avec le résultat à la fin de la rencontre. Oui, parce que ça montre que les Argentins ont su opérer un jeu vertical, je dirais. Ils ont su être efficaces. Surtout que quand on regarde bien, la majeure partie de la seconde période, les Argentins ont laissé la possession aux Croates. C'est seulement sur la fin où ils ont repris la possession à leur compte. Mais l'Argentine a su exploiter le peu d'occasions qu'elle a eu. Elle en a eu quand même assez, parce qu'il y a eu 3-0. Mais les Croates ont vraiment paru diminuer physiquement. C'est surtout ça qui m'a marqué. Et aussi, j'aimerais dire que les Argentins ont dominé dans tous les secteurs du jeu, sauf au milieu de terrain. Et hier, je vous disais que le milieu de terrain serait le secteur principal dans lequel le match se jouerait. Et les Argentins ont su gagner le match malgré leur infériorité au milieu de terrain. Parce que par exemple, un homme comme Kovacic, en début du score, a quand même réalisé un très bon match. Modric et Brozovic étaient un cran en dessous. Mais malgré ça, ils ont dominé le milieu de terrain argentin. Donc ça montre que l'Argentine a mis plus d'envie dans ce match-là. Les Croates n'en avaient peut-être pas les moyens physiques, ils en avaient certainement envie, mais surtout les duels, les Croates étaient en dessous. Ce qui est le symbole de cela, c'est le troisième but. Le troisième but, on voit que Lionel Messi, malgré son âge avancé, entre guillemets, parvient à balader le défenseur croate qui est son vis-à-vis, Gvardiol, dont je parlais hier. Gvardiol a fait une très bonne Coupe du Monde, mais sur le troisième but argentin, c'est là qu'on voit son très jeune âge, parce que c'est en 2002, il a donc 20 ans, et on voit son inexpérience à ce niveau-là. Parce que Messi est parvenu à se débarrasser de lui, et ensuite à adresser une très belle passe décisive à Julián Alvarez. Donc ça montre que les Croates, malheureusement, n'avaient peut-être pas les moyens de tenir tête aux Argentins. Mais qu'est-ce qui a fait justement? Je veux dire que quand on s'imaginait le déroulé du match hier, on se disait que ça allait être très compliqué. Oui. Mais hier, l'Argentine a donné l'impression que c'est quand même face au vice-champion en titre. Oui, mais après, en regardant le match, je me suis dit aussi que peut-être les Croates avaient entre guillemets les pattes coupées par le pénalty qui a été sifflé. Parce que quand vous regardez, le pénalty est assez litigieux. Et ça donne encore du grain à moudre aux personnes qui disent que la FIFA veut attribuer la Coupe du Monde à l'Argentine. Tout compte fait, il y a eu contact.
Il y a eu contact, mais quand vous regardez le contact, l'interprétation va des deux côtés. Vous avez tant des personnes qui disent que c'est le gardien qui a tamponné Julián Alvarez, vous avez tant des gens qui disent que c'est Julián Alvarez qui a tamponné le gardien. Donc c'est subjectif en fait. Mais, bon, d'accord. Je veux dire, je ne sais pas si c'est la même règle. En basket, souvent, ce qui se passe, c'est que on cherche à savoir qui est sorti de son cylindre, en fait, de sa position initiale et qui a occasionné le contact. Bref, l'arbitre a décidé, avec évidemment l'appui de la VAR, qui est souvent sollicité en pareille circonstance. Mais, comme je dis encore, on a un sentiment d'une Croatie, vraiment on ne l'a pas reconnue, hein, cette équipe solide. Et d'ailleurs, quand on regarde les buts, on se disait peut-être on irait vers la fin du match, qui aurait... Mais dès la 34e minute déjà, ce penalty que Messi marque, le deuxième but à la 39e minute. Bon, là, on peut accuser la déstabilisation psychologique. On peut se dire qu'ils n'ont pas su rapidement se remettre du premier but. Non seulement ça, mais aussi il faut voir que les deux premiers buts ont un point commun, c'est que la défense n'a pas su bien s'aligner. On en avait déjà parlé lors d'un Cameroun-Serbie, où on a vu que la défense serbe ne s'était pas bien alignée, ce qui nous avait permis de revenir dans le match. Là, en l'occurrence, hier, les Croates se sont très mal alignés sur leurs deux premiers buts. Le premier but, on voit un appel en profondeur de Julián Alvarez, et grâce à Dejan Lovren, il me semble, il est couvert. Le deuxième but, on voit que la défense croate se replace très mal, parce que Julián Alvarez part de très loin. Il fait une chevauchée, et grâce à des contres favorables, il parvient à marquer. Il y a 2 ou 3 contres favorables sur la fin de l'action. Donc à ce niveau-là de compétition, ça montre non seulement une fébrilité des Croates, ça montre que leur état physique ne leur permet pas d'être aussi lucides que sur les matchs précédents. Et ensuite, on voit que les Argentins ont su capitaliser sur ça. Parce que peut-être que si la Croatie a fait les mêmes dispositions physiques que sur les matchs précédents, ça aurait été compliqué comme on l'a imaginé hier. Mais malheureusement pour eux, ils n'en avaient pas les moyens et l'Argentine a tué le match assez rapidement. Lionel Messi, au-delà de la moyenne, hein, si on peut le dire ainsi, qui est pratiquement à l'origine de la plupart de ses buts. C'est vrai, Alvarez en a marqué 2, mais à la manette, on a bien pu voir que Messi a joué le rôle qu'on attendait de lui à ce niveau de la compétition. Il a su perturber la défense croate grâce à ses déplacements. Les déplacements de Messi qu'on évoquait hier, justement, il a su s'insérer entre les lignes, il a su redescendre et avancer quand il le fallait. Et quand on regarde bien, Messi et Alvarez sont très complémentaires. Parce que sur chaque but, les deux sont impliqués. Sur le premier but, Alvarez obtient le penalty, Messi marque. Sur le deuxième but, Messi fait une passe décisive, mais en vrai, c'est Alvarez qui fait l'ensemble du travail. Et sur le troisième but, Messi fait une passe décisive à Alvarez. Donc ça montre que c'est surtout ces deux-là qui ont, entre guillemets, fait voler en éclats la défense croate. Alors, ça va se jouer aussi. On va peut-être en profiter pour faire la transition avec le deuxième match. Sauf s'il y avait encore 2 ou 3 éléments à ajouter pour ce match-là. La seule chose que je pourrais dire à propos du match d'hier, c'est que Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, sur la fin du match, on a vu qu'il a opéré ce que je pourrais qualifier un léger turnover. Parce qu'il se projetait certainement déjà sur la finale de dimanche. Parce que non seulement ils ont un jour de récupération en plus par rapport à l'autre finaliste qui jouera ce soir, et aussi il a fait jouer des joueurs qui n'ont quasiment pas joué de toute la compétition. Dybala n'avait pas joué de la compétition, il me semble. Foyce n'avait pas joué de la compétition. Angel Correa, certainement très peu. Et Palacios aussi. Donc ça montre qu'il a fait tourner l'effectif en vue du match de dimanche. Et aussi, il n'a peut-être pas fait rentrer un homme comme André Di Maria par rapport au match de dimanche. Parce qu'on aurait pu se dire que Di Maria allait jouer hier. Non, il l'a laissé sur le banc et je pense que c'est en vue du match de dimanche. Il veut se donner toutes les chances possibles. Non seulement ils ont un état physique un peu plus frais que l'autre finaliste, mais aussi il faut permettre à des joueurs d'avoir quelques minutes. De sentir la compétition. Oui. Alors, on finit par là, et c'est par là que je voulais prendre la transition. Sur le classement des buts, on a désormais 2 en tête de liste. Kylian Mbappé, qui joue tout à l'heure, lui il a 5 matchs. Bon, 5 matchs et 5 buts déjà, donc moins d'1 but par match. Messi a 6 matchs, mais il a 5 buts. Donc ça, c'est une rivalité à distance. Et juste derrière, en dessous, on va également voir Giroud qui a 4 matchs pour 4 buts. Et Alvarez qui a 6 matchs pour 4 buts. Je veux dire, la rencontre de ce soir, peut-être pour Mbappé,
Il aura cela en tête, se dire qu'il va faire meilleure performance en termes de but que son coéquipier au Paris Saint-Germain. C'est sûr que les joueurs peuvent penser à leur performance individuelle, mais je pense qu'à ce niveau-là, si on dit à Mbappé qu'il va se qualifier pour la finale sans marquer, il va prendre de suite. Donc je ne pense pas qu'il pense aux statistiques. Il va jouer son jeu, d'autant plus que contre les Anglais en quart de finale, il a été verrouillé. Donc peut-être qu'il voudra démontrer qu'il est capable de quand même bien jouer contre une équipe qui le verrouille. Parce que même si les Marocains n'ont peut-être pas un plan anti-Mbappé comme les Anglais en ont eu, les Marocains voudront empêcher Mbappé de jouer son jeu. Et aussi, j'aimerais dire une chose, c'est que sur les 5 buts de Messi, il faut quand même voir qu'il me semble qu'il a mis 3 pénaltys. Donc ce n'est pas la même performance que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est dans le jeu qu'il a eu ses buts. Alors que Messi, c'est principalement sur pénalty. Cela dit, on prend la pause et puis on revient derrière pour évoquer cette autre demi-finale très attendue entre les Lions et le Coq. Ceci est un message du ministère des Transports. Vous êtes à Douala et recherchez le cadre idéal pour vous détendre? Bienvenue au Cascade Saint-David. Découvrez son restaurant ouvert tous les jours à 12h, dans un décor chaleureux où la créativité n'a pas de limite. Un espace modulable pour vos événements et un snack bar qui allie charme et esthétique pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. Les Cascades Saint-David, situées à Bonapriso, entre le Carrefour Hôtel de l'Air et le rond-point Youpoué, dans l'enceinte de l'hôtel Résidence Saint-David. Téléphone 655 10 40 00 650 04 94 94. Les Cascades Saint-David, détendez-vous. Le rêve. Inédit d'Ambassa Lorbesso, village Coupe du Monde Qatar 2022, Lorbesso zone 1. Venez vivre 6 à l'espace vert Lorbesso, face Supermarché Bao, du 18 novembre au 18 décembre 2022. Toutes les émotions de joie et d'amour du football mondial. Stand disponible, opérateur économique, mécène, venez associer votre image de marque à cette magnifique foi du football. Contact 6 93 90 28 36 6 90 58 56 61. Avec Ito Qatar, rêvons grand. Conducteur, un véhicule trop chargé est plus difficile à manœuvrer et représente un risque d'accident important. Ceci est un message du ministère des Transports. L'artiste Djepola, en partenariat avec la mairie des Bâtis, organise la 2e édition du festival Mouagne Poté, la fierté du peuple bâti. C'est bel et bien du 12 au 17 décembre 2022 à l'Hôtel de Ville des Bâtis. Au programme, exposition vente des produits locaux et d'ailleurs, promotion des entreprises, des fils et filles du terroir et d'ailleurs, excursions, conférences, débats, prestations artistiques avec des artistes bâtis et d'ailleurs, humour, gastronomie diverse, concours de danse. Population de Douala, ne manquez pas la soirée de lancement de cette 12e édition, le samedi 3 décembre 2022, à l'hôtel Best Western Plus. Entrée 5 000 et 10 000 francs seulement. Retour sur le plateau, Maroc-France, et tout à l'heure donc, à partir de 20h ce soir, ce mardi. Évidemment, on en parle
on en parle à l'instant. D'abord, à quel type de rencontre? Pour les manuels, en même temps, on ouvrait la ligne pour ceux qui voudraient peut-être faire des pronostics ou commenter, dire un mot sur l'intervention de Molina tout à l'heure ou encore plus sur le match Croatie-Argentine d'hier. Le 6-73, 65, 75, 55. Les pronostics sont attendus. À quel type de rencontre pourrait-on avoir à quel type de rencontre pourrait-on s'attendre? Je pense qu'on pourrait plus ou moins voir une rencontre comme celle d'hier. C'est-à-dire une équipe qui bénéficie de l'état physique de l'autre. Et une équipe qui cherche à tuer le match le plus rapidement possible. C'est ce que les Argentins ont fait. Je pense que c'est ce que les Français pourront faire ce soir. D'autant plus que la France est la seule équipe de tous les demi-finalistes à ne pas avoir disputé de prolongation. Donc, et il ne faut pas oublier aussi que lors de leur troisième match de groupe, ils avaient pu opérer un turnover. Donc ça veut dire que leur état physique est supérieur à celui des Marocains, qui lors des groupes n'ont pas pu faire de turnover. Ils ont disputé une prolongation contre l'Espagne en 8e. Et en quart, ils ont eu un match très éprouvant. Donc je pense que le match de ce soir risque d'être non seulement comme celui d'hier, mais peut-être en plus exagéré. C'est-à-dire on risque de voir une sorte de Fort Alamo côté marocain. C'est-à-dire les Français vont pilonner la défense. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Et puis vous contribuez? Oui, c'est Claude Franck depuis Douala. Bonjour Claude Franck. Merci bien, merci. Allez-y. Vous portez bien? Oui, ça va très bien. Ça ira mieux. Ça irait mieux si vous baissez ou vous éteignez votre téléviseur. Comme ça, je vous aurai un meilleur retour. Mais sinon, ça va. Merci. Ok, maintenant ça va? Super bien. J'espère que vous aussi. Merci. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai donné mes pronostics. Je vous ai dit, l'Argentine, c'était juste la forme. Nous, on avait rapporté la finale. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça la dernière fois. Vous ouvrez le champagne ce soir, donc. Donc, même si c'est le Maroc ou la France qui passe ce soir, nous, on n'a pas de problème. Hein. On va seulement les écraser à la finale. Vous avez vu notre performance. Ben, dans ce cas, le grand défi. dans ce cas, dites-nous, qui sera votre adversaire dimanche? Votre pronostic pour ce soir? Non, c'est quand même la France. Ça, c'est quand même la France. La France passe. Vous voyez un coq battre un lion, c'est bien cela. Non, le Maroc ne pourra pas passer, je vous en prie ça. C'est trop facile à dire. Dans le Maroc, on ne pourra pas passer, sincèrement. Merci Franck Arnaud, merci infiniment. Parce que si le Maroc passe, on va juste les écraser, donc ce serait seulement... non, il vaut mieux pour vous que ce soit la France, quoi, pour limiter les dégâts. Merci infiniment pour cette détente, en plus, cette bonne humeur que vous distillez dans... Je suis vraiment dans sa meilleure forme, donc il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ok, bonne journée. Bonne journée à vous. Un bon passionné. Hein. Alors, on en était à parler de cette France, de ce Maroc-France. Vous dites, ce sera l'image du match d'hier. Oui, je pense. Une équipe marocaine poreuse. Vous vendez pas la peau de l'os avant de l'avoir tué. Non. J'emploierai pas le terme poreux parce qu'ils ont montré une défense solide. Ça reste quand même la meilleure défense de la compétition. Ah voilà, mais bel argument. Justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que la France va faire un siège sur la défense marocaine, tout comme les Portugais l'ont fait. Sauf que les Portugais n'ont pas réussi à percer la défense marocaine. La France a quand même une meilleure attaque que le Portugal, même si le Portugal a de très bons attaquants. Mais la France est, dans les équipes encore en lice, l'équipe la plus prolifique. Peut-être que les Argentins les ont rejoints hier avec le score, mais avant les demi-finales, la France était l'équipe la plus prolifique. Donc en termes d'attaque, je ne me fais pas de soucis et je pense que les Français vont essayer de tuer le match. Allô, bonjour. Allô. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Vous contribuez et surtout vous baissez le niveau de votre volume. Je suis très loin de la télé là. Ah super, on vous entend très bien. Bon. Je m'appelle M. Imbo Georges. Allez-y Georges, vous appelez d'où? J'appelle depuis Fumban. Vous appelez d'où? Depuis Fumban. Depuis Fumban, allons-y, dans le Noun. Ouais, je parlais que bon, ils ont parlé de politique hier, j'avais pronostiqué, mais comme ça n'est passé pas, que l'Argentine devait gagner. Secondo, aujourd'hui, l'Afrique joue contre l'Afrique. La sélection française est africaine. Et le Maroc est Afrique.
gagner, puisque la puissance africaine va gagner. On peut se le dire pour se consoler. Accorder avec faute. Allô? Oui, on peut se le dire pour se consoler. Accorder avec faute. Je vous laisse poursuivre. Ok, merci. Je dis c'est l'Afrique qui joue contre l'Afrique. La France, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Parce que j'ai mes 3 frères là-bas. Tchomeni, Baté et tout, qui vont jouer avec notre frère marocain là-bas. Donc c'est l'Afrique qui joue l'Afrique. Et l'Afrique est en finale contre l'Amérique. Merci à vous depuis Fouman, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Bonne journée à tout le monde là-bas. Ok. Paul Emmanuel, alors, je vous prends un passage, une phrase dite par Regragui, le coach du Maroc, Walid. On peut changer la mentalité de notre continent. C'est cette motivation-là qui va porter le Maroc ce soir. Oui, clairement. Parce qu'on voit que leur sélectionneur a quand même une grosse part dans le mérite des Marocains lors de cette compétition-là. Il a su instiller une motivation qui n'était pas présente il y a 4 ans, par exemple, dans l'équipe du Maroc. Il y a 4 ans, ils ont fait une belle Coupe du Monde, aux yeux de tout le monde, sauf qu'ils se sont fait éliminer en phase de groupe. Ils étaient dans le groupe du Portugal, de l'Espagne et de l'Iran. Et en vrai, ce qui a éliminé le Maroc cette année-là, c'est une défaite contre les Iraniens, paradoxalement, quand on regarde bien leurs résultats. Parce qu'ils avaient tenu la dragée haute tant aux Portugais, contre qui ils avaient perdu de justesse, il me semble, qu'aux Espagnols, contre qui ils avaient fait match nul. Et donc, s'ils avaient la motivation qu'ils ont eue lors de la Coupe du Monde en Russie, je ne pense pas que le Maroc aurait pu aller en demi-finale. Regragui a certainement dû leur dire que vous êtes égaux aux autres, vous n'avez pas à avoir un complexe d'infériorité. Parce que peut-être que sur toutes les Coupes du Monde qu'il y a eu jusqu'à présent, à part celle de cette année, comme on le disait justement au début de la compétition, est-ce qu'il y avait un complexe d'infériorité dans les équipes africaines? Là, on voit que cette année, elles s'en défont petit à petit. Le Maroc est en demi-finale et aucune équipe africaine n'a été ridicule cette année. Le Cameroun a eu 4 points, a fait sa meilleure Coupe du Monde depuis très longtemps. Le Ghana n'a certes eu que 3 points. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Vous contribuez à l'émission? Je m'appelle Angoula Paul Petit, j'appelle de la Haute-Sahara. Bonjour Paul Petit. Allô? Allez-y. Oui. Bon, moi, je pronostique pour le Maroc. Vous pronostiquez pour le Maroc? Oui. Quels sont vos arguments? Pourquoi vous pensez que le Maroc gagnerait la France ce soir? Non, par rapport au jeu. Le Maroc a une bonne défense, un bon gardien de but. Quel est ce défenseur qui pourra tenir Mbappé tout à l'heure là? Vous avez vu Mbappé jouer souvent? Mbappé ne veut pas. Pour moi, le Maroc va en finale. Le Maroc est en finale contre l'Argentine. Et si l'Argentine s'amuse, l'Argentine va gagner la finale. Et ce serait quoi le score ce soir? Je dis, le Maroc va en finale. Il joue contre l'Argentine. Et si l'Argentine s'amuse, le Maroc gagne. Merci infiniment à vous depuis la Haute-Sandaga. Et bonjour à toutes les populations de la Haute-Sandaga qui nous regardent. Alors, Paul Emmanuel, on le sait, le Maroc, c'est un bloc défensif suffisamment bas. C'est une défense de fer, mais surtout un grand gardien, Bounou, qui jusqu'ici n'a pas été perméable en termes de prendre de but. Mais l'attaque française aussi, on l'a dit à l'instant, c'est un Mbappé qui compte parmi les 2 meilleurs buteurs de la compétition. C'est une rivalité qui va certainement peser. Hein. Oui, il faut voir si la défense prendra le dessus sur l'attaque. Parce que la défense marocaine est certes très bonne, mais l'attaque française l'est aussi. Et je pense que justement, c'est la clé du match. C'est voir si les Marocains seront capables de ne pas prendre de but déjà, surtout ne pas en prendre rapidement. Et est-ce qu'ils auront le coffre physique pour contrer les Français? Parce que quand on regarde les matchs du Maroc, comme vous l'avez dit, ils ont un bloc bas. Mais ils ont de très bonnes sorties de balles. Est-ce que physiquement, ils pourront faire autant de mètres qu'ils l'ont fait sur leur match précédent pour contrer la France? Parce que, en gros, ils vont devoir contrer la France depuis leur surface. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis monsieur Abaoum, je vous appelle depuis Evodoula. Oui, je vais participer à l'émission là. Vous êtes déjà en direct depuis Evodoula. Bon, surtout sur le problème de pronostic là, je pense que le Maroc va gagner par 2 buts à 1. Hein? Et je crois que l'Afrique, pour une fois, on va jouer la finale cette fois-ci. Et puis, il n'y a pas question Mbappé, et je ne sais pas qui, ils ne vont rien faire. Parce que le Maroc a un bon bloc défensif. Ils ont encaissé un seul but, je crois que ça va continuer comme ça.
merci beaucoup et bonjour à toutes les populations de Vaudoula. Je vous laisse poursuivre. Donc oui, comme je le disais, est-ce qu'ils auront le coffre physique pour contrer les Français, étant donné que, vu qu'ils seront assez bas dans la rencontre, si jamais ils récupèrent le ballon, vraisemblablement, ça ne sera pas au milieu de terrain et au niveau de leur défense. Ils ont les joueurs pour faire de très belles sorties de balles, mais entre les abords de leur surface et la surface française, il y aura certainement 70-80 mètres à faire, voire plus. Donc, je ne sais pas si le Maroc, physiquement, pourra tenir déjà sur toute la longueur du match, même si ça va en prolongation. Et je pense que plus le match durera, s'il y a un score encore nul, ça sera à l'avantage des Marocains. Tant que l'ouverture du score n'est pas française et tant que le score est à égalité, plus le match durera, plus les Marocains se sentiront capables de battre la France, je pense. Notamment au tir au but, étant donné qu'ils ont, à mes yeux, le meilleur gardien de la compétition, y compris dans le jeu, et ainsi que dans les tirs au but, il y a Yacine Bounou. Exact. Bounou, pour moi, est le meilleur gardien de la compétition, surtout au tir au but. Il n'y a pas que cela, il y a Soufiane Amraba qui fait quand même une belle performance en termes de statistiques. Il est celui qui a récupéré le plus de ballons dans le tournoi. 41, soit 2,5 par match. Je veux dire qu'à un temps, quand on regarde le bloc France, l'équipe de France, on pourrait penser que sa défense est le compartiment le moins serein. Oui, c'est l'une des faiblesses de la France, justement. La défense française est assez friable et n'a pas vraiment d'automatisme. Parce que quand on regarde sur le mandat de Deschamps, la défense actuelle de la France, ça fait depuis peu qu'elle joue ensemble, en fait. Le titulaire à gauche de cette Coupe du Monde, déjà au début de la Coupe du Monde, était remplaçant. Parce que c'était son grand frère qui était titulaire. Lucas Hernandez est normalement le titulaire en arrière-gauche de l'équipe de France, sauf qu'il s'est blessé au premier match et du coup, Théo Hernandez a dû prendre la relève. Quand on regarde bien, une défense à 4 que la France a n'est pas dans le registre de Théo Hernandez, qui évolue en tant que piston au Milan AC. Donc ça montre déjà que dans le registre, il pourrait avoir du mal à défendre. Ce qui a été le cas, c'est lui qui a fait la faute sur le deuxième pénalty anglais. Il a fait une faute très évitable. La charnière centrale française, quand on regarde, on a un Varane qui est convalescent et un Upamecano qui, par moment, peut ne pas être concentré. On l'a vu contre les Anglais, il a manqué d'expérience face à Harry Kane, il a eu beaucoup de mal à le maîtriser. Et si Kane avait été plus précis, Kane aurait certainement mis 2 ou 3 buts. Et enfin, à droite, on voit un Jules Koundé qui ne joue pas à son poste, étant donné que Jules Koundé est défenseur central normalement. Et son remplaçant aussi, Axel Disasi, le joueur de Monaco, lui-même est défenseur central. Donc ça veut dire que c'est une défense bricolée quand on regarde. Surtout que Hugo Lloris, même s'il a fait des parades décisives, il ne faut pas oublier qu'il a un jeu au pied défaillant par rapport à d'autres gardiens, notamment Bounou, qui est bien meilleur que lui au jeu au pied. Donc les Marocains pourraient appuyer sur la défense française s'ils en ont la capacité. Encore faut-il atteindre le niveau de la défense française, parce que je pense qu'ils vont plus défendre qu'attaquer ce soir. Alors, côté France, est-ce qu'on aborde les rencontres en fonction de l'adversaire ou alors... Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, vous appelez comment? Vous appelez d'où? Vous êtes à l'antenne, vous contribuez? Oui, moi c'est M. Koumadjo Eric qui appelle depuis Okadouma. D'accord, M. Koumadjo, allez-y. Oui, je voulais donner mon avis par rapport au pronostic du match du soir. Allez-y. Allez-y, Eric. Oui, je disais que la France a une très belle équipe. Elle a certes des joueurs très offensifs. Mais elle a des joueurs très offensifs, mais il y a un juste équilibre que la France n'a pas et que beaucoup d'équipes n'ont pas pu déceler. La France n'aime pas quand elle ne marque pas de but. Et quand elle n'arrive pas à joindre toutes ses lignes, ça veut dire le passage de Griezmann, le milieu de terrain quand ça ne roule pas entre Griezmann et Fouameni et Adrien Rabiot. D'accord, donc vous pronostiquez pour le Maroc, c'est bien cela? Je ne pronostique pas pour le Maroc, mais je dis simplement que le match sera difficile. Ce qui donne déjà à la France d'emblée vainqueur, c'est méconnaître la tactique marocaine, parce que le Maroc ne donne pas de jeu. Elle n'a pas un profil de jeu qu'on peut dire qu'elle joue, elle s'appuie sur tel système ou bien sur tel. Même si elle joue peut-être en 4-3-2-1 ou bien en 4-3-3 ou je ne sais pas
trop. Mais quand on voit le Maroc joue un football qui vient du jeu de l'adversaire. Ça veut dire si vous posez le problème au Maroc, elle trouve à contrecarrer vos plans pour pouvoir vous dominer à un moment du match. Regardez très bien le dernier match du Maroc. Elle a eu combien d'occasions? Combien est-ce qu'elle a concrétisé? Vous verrez qu'elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'occasions. Elle a des tueurs. Et c'est ça une grande équipe, une équipe qui veut gagner la Coupe du Monde. Elle a besoin de 2 occasions. Et le football d'équipe nationale, c'est pas un football de club où on doit voir du beau jeu et tout ça. Quand il y a du beau jeu dans une équipe nationale, ça veut dire que cette équipe est fébrile quelque part. Et très fébrile même. Je prends le cas, vous avez vu l'Argentine, vous avez vu le Brésil, vous avez vu le Portugal. Elle, c'est des gros amadeurs offensifs, mais qui sur le terrain a même un système huilé, mais derrière n'arrive pas à avoir cette grinta de gagner. C'est une coupe. À la coupe, on n'a pas besoin de jouer. On veut juste marquer et puis défendre, c'est tout. Et je crois que le Maroc, elle, pour moi, a le meilleur profil. Certes, beaucoup diront que la France peut-être a cette idée en tête à l'entrée déjà avec la vitesse de Mbappé. De l'autre côté, c'est Dembélé. En pointe, on a Giroud, le tueur. Mais il faut voir les duels aériens. Romain Saïs, c'est un grand défenseur. Lui aussi, il joue quand même à Wolf. Avec sa taille. Et à côté, au milieu de terrain, vous connaissez, on a le grand Amrabat qui joue à la Fiorentina, c'est pas petit. Et à côté de on a qui à la tirade, on a aussi Hakimi. On vante les qualités de la France, mais on oublie de vanter les qualités du Maroc. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans le football. Il ne faut pas déjà se mettre et puis dire certaines choses d'emblée d'avance. Merci. C'est beaucoup difficile au niveau psychologique. Merci Romain depuis Yokadouma. Et bonjour à toutes les populations de Yokadouma là-bas. Alors, j'entends poser la question pour Emmanuel. Je vous demandais si la France adapte son jeu en fonction de l'adversaire ou alors si elle a une logique de jeu depuis son premier match jusqu'à cette demi-finale. Justement, la France est connue pour être une équipe caméléon, entre guillemets. Walid Regragui lui-même a dit que Didier Deschamps était très fort pour s'adapter aux adversaires. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour l'équipe de France. Didier Deschamps saura trouver la formule pour gagner le match de ce soir. D'autant plus que c'est un homme très expérimenté. Quand on regarde dans son mandat, dans le mandat de Didier Deschamps, toutes les demi-finales qu'il a faites, que ce soit à l'Euro 2016 ou que ce soit à la Coupe du Monde 2018, il n'en a perdu aucune. Et pourtant, les 2 matchs que je viens de citer, l'équipe d'en face était favorite. En 2016, la demi-finale, c'était contre l'Allemagne, qui était quand même championne du monde en titre. La France s'était imposée. Et en 2018, la demi-finale, c'était contre la Belgique. Et la France était imposée, alors que la Belgique était favorite. Aujourd'hui, la France a le rôle de cador face au Maroc. Mais je pense que Didier Deschamps saura motiver ses troupes pour faire en sorte qu'ils trouvent une tactique adéquate lors du match. Même si la France n'a pas pour habitude de faire le jeu, je pense que ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Et surtout qu'ils ont vu comment les Espagnols et comment les Portugais se sont cassés les dents sur la défense marocaine. Avec le travail vidéo du staff, je pense que la France va trouver la faille de la défense marocaine. Justement, est-ce que ce n'est pas un argument favorable pour ce Maroc? C'est-à-dire Belgique, Espagne, Portugal, mais la France n'est pas pire. Quand vous regardez bien les Coupes du Monde qui se sont passées au XXIe siècle, ça faisait 20 ans qu'une surprise n'était pas allée jusqu'au stade des demi-finales. La dernière fois que ça arrivait, c'était en 2002 avec la Corée du Sud. Exactement. Et encore qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient dit que grâce aux arbitres, etc. Mais là, cette année, le parcours marocain ne souffre d'aucune contestation. C'est vraiment, ils sont en demi-finale parce qu'ils ont fait un jeu qui leur a permis d'aller en demi-finale. Maintenant, vu que le Maroc est en demi-finale, on ne peut plus vraiment les qualifier de surprise. Et je pense qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Comme on dit, jamais 203, mais les Français ont justement vu que les Espagnols et les Portugais ont eu des problèmes à contourner le système marocain. Ils ont certainement dû faire surtout un travail de vidéo, je pense. Il ne faut pas oublier que c'est le champion du monde en titre. Vous pouvez me dire que la Croatie est vice-championne du monde en titre, mais la différence entre la Croatie et la France, c'est que la France a la coupe et la Croatie ne l'a pas. Donc la France sait quoi faire pour aller en finale. Parce que 4 ans, ça paraît loin, mais à l'échelle de l'histoire footballistique d'une nation, c'est court. Allô, bonjour.
Alors bonjour, vous appelez d'où? Vous appelez comment? Vous baissez complètement le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Jembo Georges, à Foumen. Allez-y, Georges. Jembo Georges, à Foumen. Allez-y. Jembo Georges, à Foumen. C'est compris. Allez-y maintenant. Je dis carrément que l'Afrique joue contre l'Afrique. La France et nos frères. Avec nos frères. Et contre le Maroc de l'Afrique. Donc la finale sera entre l'Afrique et l'Amérique. L'Europe disparaît. Merci à vous, Georges, pour votre contribution sur ce pronostic, même si vous ne donnez pas le score. Alors, à contrario, le Maroc va rester sur sa logique défensive, regarder venir, qui sait peut-être profiter d'une faiblesse adverse et faire le... Je pense que dans le match, le Maroc risque de vouloir se préserver au maximum au niveau de ses efforts. Okay. Parce que, comme je l'ai souvent dit, l'état physique des Marocains ne leur permettrait certainement pas d'être tout-terrain comme ils l'ont fait dans leurs précédents matchs. Là, ils vont principalement prendre des vagues françaises et ils vont essayer de piquer lorsqu'ils pourront le faire. Comme je l'ai déjà dit, ils ont de très bonnes sorties de balles, mais ils vont le faire avec parcimonie, parce que s'ils le font systématiquement, physiquement, ils vont être de plus en plus éreintés dans le match. Donc les Marocains auront certainement des fenêtres de tir, mais pas beaucoup. Et comme je l'ai dit, la clé du match, c'est leur capacité à ne pas prendre de but. C'est surtout ça, en fait. Allô, bonjour. Allô? Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Je m'appelle Mdoua Désiré. Oui. Mdoua Désiré. Oui. J'appelle depuis Mbandjok, à la Haute-Sanara, village Ndjouri. D'accord, allez-y, nous sommes en direct. Allez-y. Oui, j'appelle du village Ndjouri. Et pour moi, je suis un bon patriote. Le reste du monde, la France ne peut pas gagner l'Afrique. Donc le Maroc doit gagner. D'accord, c'est noté, c'est compris. Donc on essayait de... Bon, on essayait de voir si on pouvait avoir la FECAFOOT, mais bon, c'était un appel qu'on a reçu. On va gérer ça hors antenne tout à l'heure, après l'émission. Alors, je vous donne des compositions probables. Hein. Et vous me dites ce que vous en pensez. D'abord, côté Maroc, bon, évidemment, Bono au goal, dans les buts. Hakimi, en défense. El Yamik, Saïs et Mazraoui. Alors, déjà, Bono, comme je l'ai dit, à mes yeux, c'est le meilleur gardien de la compétition. Ouais. Donc, il sera très certainement le fer de lance de cette défense. Ensuite, Hakimi, ce qu'il faut observer, c'est que là, il joue en tant qu'arrière droit avec l'équipe du Maroc. Ouais. Mais au Paris Saint-Germain, il joue dans un registre de piston. Donc, ça fait qu'il n'a pas exactement le même rôle que dans son club. Au Paris Saint-Germain, il a surtout un rôle offensif. Il dédouble souvent avec l'homme qui est devant lui en attaque. Bon, de par l'attaque du Paris Saint-Germain, ça peut tant être Mbappé que Neymar ou autre, parce qu'il y a beaucoup de dézonage dans l'attaque du Paris Saint-Germain. Mais Hakimi n'est pas connu pour être un très bon défenseur. C'est un très bon attaquant en tant que latéral, mais dans les tâches défensives, il est très limité. Allô, bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où? Vous appelez comment? Et vous nous dites? Oui, j'appelle de Niaradoua, là, je m'appelle M. Son. Monsieur Son, Rigobert Son. Bon, vous n'êtes pas Rigobert, mais vous êtes Son. Je suis pour le pronostic match Maroc-France de ce soir. Et selon vous, qui gagne et c'est quoi le score? Ce serait quoi le score? Vous savez que la France est le 6e pays d'Afrique. Donc maintenant, aujourd'hui, le Maroc va gagner la France avec 2 buts à 1. Maroc gagne la France, 2 buts à 1. Allô? Vous dites que le Maroc gagne la France 2 buts à 1. Oui, je dis 2 buts à 1. D'accord, c'est noté. D'accord. À tout à l'heure. Alors, on poursuit.
Donc, vous avez fini avec la défense? Du coup, comme je le disais, Achraf Hakimi n'a pas un registre de très bons défenseurs, même si le fait que la défense marocaine soit très basse peut servir à Achraf Hakimi, étant donné qu'il n'a pas de... Comment dire? Il n'aura pas d'espace de profondeur à gérer, donc ça peut lui permettre d'être plus focalisé sur ses tâches défensives. Maintenant, à la charnière centrale, il faut dire qu'il y a un flou là-dessus, étant donné que Romain Saïs est incertain. Naïef Aguerd, je ne crois pas qu'il puisse jouer ce soir, mais donc vraisemblablement, ce sera soit leurs titulaires qui sont donc en délicatesse physique, soit leurs remplaçants, El Yamik et Achraf Dari, qui ont montré quand même de très belles choses contre les Portugais. Et enfin, à gauche, vous avez Mazraoui, mais il faut savoir que Mazraoui, de base, est un arrière droit. Et c'est en sélection qu'il joue à gauche. Donc ça fait qu'il peut manquer de repères face à Ousmane Dembélé, qui sera donc son vis-à-vis. Donc je pense que la défense marocaine pourrait être aussi solide que dans les matchs précédents. Mais comme je l'ai souvent dit, l'état physique des Marocains pourrait les rendre plus fébriles. Alors, ensuite, on aura, c'est toujours de la probabilité, Ouanaï, Hamala, Ziyech. Au milieu, ça sera plutôt Amrabat, Ounaï et Amala, je pense. Parce que Ziyech est plutôt aligné en attaque. Ce milieu de terrain est très bon. C'est justement, on va dire, la cheville ouvrière du Maroc pour les sorties de balles. Ounaï fait tellement bonne impression que le FC Barcelone, paraît-il, voudrait le recruter après la Coupe du Monde. Alors que Ounaï joue quand même chez la Lanterne Rouge de Ligue 1, Angers. Donc ça montre quand même que la Coupe du Monde est une belle chose. Après, Amrabat est certainement le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde, aux yeux de beaucoup en tout cas. À voir s'ils pourront fournir les mêmes efforts que sur les matchs précédents. Et enfin, en attaque, vous alliez certainement le dire, mais il y aura En-Nesyri, Boufal et Ziyech. Boufal nous a gratifié de très beaux dribbles. Est-ce qu'il aura la lucidité physique pour être aussi efficace techniquement que sur les matchs précédents? À voir. Ziyech aussi, il m'a paru sur le déclin physiquement. Plus la compétition avance, moins Ziyech a une intensité dans son pressing. Donc à voir si aujourd'hui il pourra contenir les Français de par ses efforts. Et enfin, En-Nesyri, à voir s'il aura beaucoup de ballons. Étant donné que le Maroc va beaucoup souffrir, je ne sais pas s'il aura autant d'occasions que sur les matchs précédents. Déjà qu'il n'en a pas eu beaucoup. Donc En-Nesyri, je pense qu'il aura un travail ingrat lors du match. Donc on va rapidement prendre la France en un bloc. Yoris, Koundé, Varane, Upamecano ou alors Konaté, Hernandez, Griezmann, Tchouaméni, c'est certain sera là, Rabiot ou Fofana, vous nous en direz, Dembélé, Giroud et puis Mbappé. C'est la composition qu'ils ont, des compositions classiques. Comme vous l'avez dit, il y a deux incertains, Rabiot et Upamecano. L'absence de Upamecano ne serait pas vraiment préjudiciable, étant donné que ça pourrait être Konaté à sa place. Et on va dire que c'est du pareil au même. Mais l'absence de Rabiot pourrait être préjudiciable pour le coup, étant donné que Rabiot fait beaucoup d'efforts, notamment pour bloquer les intervalles, etc. Et c'est quelqu'un qui se projette assez bien. À voir si Fofana aura cette capacité-là, étant donné qu'il est plus récupérateur que Rabiot, donc il a moins de créativité. Mais c'est la composition classique de la France et je pense qu'ils vont faire les mêmes choses que sur les matchs précédents. Physiquement, ils sont préservés par rapport aux Marocains. Évidemment, je prends votre pronostic tout à l'heure. Après, je vous l'ai déjà donné hier. Je vous l'ai déjà donné après Stéphanie. On refait la même chose. Stéphanie Arono qui est avec nous ce matin. Elle parle également des gagnants, peut-être pas en football, mais dans un autre domaine, parce que MTN, vous le savez, depuis quelques moments, fait des gagnants en termes de villa. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Super cool, merci. D'autant plus que vous êtes là avec de très bonnes nouvelles. Oui. 3 gagnants. Exactement, 3 gagnants comment je fais pour ne pas y être? Comment fait-on pour gagner? Voilà la question. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, justement, on va être très clair, très précis. Alors, c'est très simple. Évidemment, la première condition pour être gagnant des lots imbattables MTN, c'est déjà d'avoir une SIM MTN, évidemment. La deuxième condition ensuite, c'est de faire ce qu'on fait d'habitude, je crois, une transaction Momo minimum de 5 000 francs, d'acheter un forfait data ou appel de 250 francs minimum. Et de fait, quand on parle de forfait data, vous allez me demander c'est quoi exactement. Il y a beaucoup de forfaits data, justement. Alors on parle ici par exemple de WandaNet, de MobileSurf et de GigaSurf. Donc vous souscrivez simplement à un forfait de 250 francs
minimum en tapant le code étoile 123 étoile 10 dièse. Et vous pouvez comme ça souscrire et recevoir 250 mégas pour une journée de qualité sur voilà, le meilleur réseau imbattable. Voilà. Alors là, vous parlez de super bonus pour tout le monde, Oui. voilà, dont tout le monde a droit, automatiquement après chaque opération éligible. Oui, effectivement, cette fin d'année, avec MTN Chance, comme on l'a dit, c'est tout le monde qui gagne. Okay. Tout le monde a la possibilité de gagner. Donc, il suffit tout simplement de faire une transaction, comme on l'a dit tout à l'heure, de Momo, souscrire au forfait data ou appel. Et il reçoit directement un bonus qui peut être data jusqu'à 10 gigas ou un crédit de communication jusqu'à 10 000 francs. Et il suffit justement de taper tout simplement le code qu'on a cité tout à l'heure, étoile 123, étoile 10 dièse. Et il peut souscrire aux différents forfaits dont on a parlé, WandaNet, et recevoir un minimum de 250 gigas pour profiter de la data tranquillement et être éligible justement au tirage pour être gagnant aux différents lots. Mais semble-t-il qu'on pourrait également passer par l'application Ayoba? Oui, merci pour la question. Merci beaucoup pour la question. Le tirage pour la maison Ayoba justement approche et c'est réellement le moment de multiplier ses chances. Et pour pouvoir être un gagnant, il faut tout simplement exécuter un certain nombre d'activités par jour sur Ayoba. Par exemple, vous avez le chat, vous avez la musique, vous pouvez jouer sur Ayoba par jour jusqu'au 31 décembre pour saisir sa chance. Donc de manière concrète, pour pouvoir gagner un lot Ayoba, il vous suffit tout simplement d'effectuer une activité Ayoba. Soit vous tchatchez, soit vous écoutez la musique, soit vous jouez au jeu. Soit vous regardez Steve. Soit vous... Mais il faut effectivement avoir l'application, pouvoir télécharger l'application Ayoba pour pouvoir profiter et saisir sa chance pour pouvoir gagner ses lots. Ben, il est clair que chacun a sa chance avec MTN, c'est ce que dit la chanson. Oui, chacun a sa chance, effectivement, et ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, profitez et surtout, n'hésitez pas à jouer. Et les tirages au sort, les tirages au sort, merci. Nous voulons juste rappeler que les tirages au sort se font tous les vendredis, en direct sur Yellow Time, diffusé sur vos chaînes, nos chaînes, et sur toutes les chaînes que nous connaissons, dont les vos chaînes préférées, et surtout sur les pages digitales de MTN Cameroun. Merci infiniment Stéphanie. Merci beaucoup. Et on aura toujours autant de plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Pour parler des gagnants, parce qu'on parle de la Coupe du Monde ici. Exactement. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et bonne chance à tous les joueurs, à tous les futurs gagnants, qui sait peut-être, ce sera l'occasion à jamais d'avoir votre propre maison. Alors, on continue. Paul-Emmanuel, on en était à... Ce n'est jamais gagné d'avance, mais dans la vie, chacun a son jour de chance. La marque d'un imbattable, c'est son progrès. Ce n'est jamais gagné d'avance, mais dans la vie, chacun a son jour de chance. Voilà pourquoi nous récompensons chacun de vos efforts. C'est ton jour de chance. Regarde ton téléphone. Cette année, avec MTN, gagnez une villa chaque semaine et de nombreux lots imbattables tous les jours. Alors, achète un forfait de 250 francs au moins ou fais un Momo à partir de 5 000 francs et saisis la chance de ta vie. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Retour sur le plateau, on va finir cette émission évidemment en parlant de la France et du Maroc. Paul-Emmanuel, dans quel style de jeu les deux équipes pourraient-elles se déployer tout à l'heure? Comme je l'ai dit, ça sera un bloc bas marocain et ça sera un siège de la part des Français. Même si ce n'est pas dans le registre des Français. Donc 22 en zone marocaine. Voilà. Les Marocains vont principalement subir, je pense, à moins que la France n'ait vraiment pas les capacités de faire le jeu, ce qui m'étonnerait. Le Maroc va principalement être en défense. Donc c'est-à-dire que, vous l'avez dit également, ce sera peut-être le scénario d'hier, mais dans le scénario d'hier, vraiment on a été déçus quand même par, je veux dire, la riposte croate, qui m'a semblé... Comme on l'a dit, il y a une faillite physique de la part des Croates. Quand vous regardez bien avant les demi-finales, on avait dit que le Maroc et la Croatie étaient les seules équipes invaincues. Or, comme on dit, une série est faite pour être brisée. Hier, la Croatie a perdu. Il n'y a aucune raison que le Maroc ne perde pas ce soir. C'est vrai qu'ils ont une défense de fer, la meilleure de la compétition, mais ça n'interdit pas qu'ils puissent prendre beaucoup de buts. Parce que si le physique ne suit pas,
ils peuvent être aussi motivés qu'ils le veulent, ils vont prendre des buts. Qu'ils le veuillent ou non. Ce n'est pas avec les idées qu'on a en tête qu'on joue sur un terrain de foot. C'est vrai que le mental est important, mais à un moment de compétition, si l'équipe d'en face aussi est motivée, et si elle est préservée physiquement, il n'y a aucune possibilité pour que le Maroc puisse tenir. Et quand bien même le Maroc battrait la France ce soir, ils vont finir par le payer dans leur dernier match. Ça, c'est clair. Alors, dans ce schéma-là, pour vous, qui seraient les buteurs? Je ne sais pas, mais déjà, j'espère et je pense qu'il y aura une victoire de la France. Donc, vous imaginez un scénario à la prolongation? Non, ça se finit dans les 90 minutes. Ça va se finir avant, vous inquiétez pas. Vous le dites comme si ce serait une formalité. Non, non, le Maroc est une très bonne équipe. Comme si, bon, il y a demi-finale, tant qu'à faire, les deux équipes vont aller jouer, et puis après 90 minutes... Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le Maroc est une très bonne équipe. Toutefois, je ne pense pas qu'elle aura les armes pour leur résister longtemps à la France. Et je pense même qu'on risque d'avoir un score conséquent, voire plus conséquent que celui d'hier. Je m'avance beaucoup en disant ça, non seulement parce que je veux que ça arrive, mais parce que je pense que ça arrivera. Les Marocains sont beaucoup trop atteints physiquement. Et comme je vous ai dit, s'ils résistent ce soir, ils vont finir par le payer lors de la finale. Et même s'ils perdent ce soir, lors de la petite finale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une petite finale samedi. Exact. Lors de la petite finale, non seulement ils seront démobilisés, mais en plus, ayant un jour de récupération de moins que les Croates, ils vont finir par le payer. Tout compte fait, c'est un enjeu assez gros pour les deux coachs. Oui. D'abord pour la France, être 2 fois de suite en finale, qui sait peut-être gagner 2 fois de suite avec Deschamps. Et pour le Maroc, traverser cette étape. C'est déjà une performance historique pour le Maroc quand on regarde. Donc pour eux, c'est comme un bonus. Ils sont sans pression. La pression est sur la France quand on regarde. Didier Deschamps, je pense qu'il sera dans une posture très délicate si jamais la France perd ce soir. Parce que les gens auraient toléré une élimination contre l'Angleterre ou une autre grande nation. Mais beaucoup de gens en France vont dire, mais tu t'es fait éliminer par le Maroc, c'est pas normal. Donc je pense que Didier Deschamps joue sa tête ce soir. Même si on est en demi-finale de Coupe du Monde, Didier Deschamps joue sa tête. Merci. Parce que si jamais la France ne va pas en finale, beaucoup de personnes lui reprocheront au pays. Merci Paul-Emmanuel. On va regarder tout cela ce soir et en parler demain. On va demander à tous ceux qui ont pronostiqué de revenir demain pour confirmer si les pronostics étaient bons. Et allez la France, allez la France. Vous êtes tous pour le Maroc, allez la France. Il y a aussi beaucoup d'Africains dans l'équipe de France. Il y a Mbappé et Tchouaméni qui sont camerounais. J'aimerais bien voir cette bouche-là demain. Allez, bonne journée à vous. France-Maroc, c'est à 20h ce soir. À demain, 9h30.